Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Vous êtes sur le média et vous regardez Les Indiscrets, votre rendez-vous hebdomadaire sur le média porté par Nils Wilke, journaliste politique jusqu'au bout des doigts. Nils nous permet d'arpenter chaque semaine les dédales de la politique française. Cette émission existe grâce à vous, notre communauté engagée. Si vous souhaitez nous aider à continuer, vous pouvez nous soutenir en souscrivant un abonnement ou en faisant un don mensualisé sur lemediatv.fr/soutien. Votre engagement fait la différence, alors n'hésitez plus, passez à l'action. Au sommaire, la saison de la guerre est-elle à nouveau ouverte entre Yaël Braun-Pivet et le groupe parlementaire de la France Insoumise? Suite à une interpellation d'Aymeric Caron durant laquelle des photos d'enfants palestiniens tués dans la bande de Gaza par l'armée israélienne ont été brandies, la présidente de l'Assemblée nationale a annoncé des sanctions avec une froideur que beaucoup ont assimilée à de l'insensibilité face à l'effroi. Alors même qu'Emmanuel Macron semble vouloir rééquilibrer la position française, on regardera tout cela de près. Laurent Wauquiez se rêve en Donald Trump bis alors qu'il va à l'assaut de la présidence des Républicains face à un Bruno Retailleau, manifestement mieux positionné que lui. Mais à trop essayer de rattraper le ministre de l'Intérieur sur sa droite, le président du groupe parlementaire Les Républicains s'est-il ridiculisé ? On répondra à cette question comme on évoquera la drôle de protection que le Sénat accorde à Alexis Kohler, le secrétaire général de l'Élysée sortant, éclaboussé par le scandale des eaux en bouteille Nestlé. Salut Nils! Salut Théo, salut à toutes et à tous. Alors, la guerre entre Yaël Braun-Pivet et LFI, c'est reparti? Mais elle a jamais cessé, hein, en vérité. Il n'y a jamais eu de trêve, il n'y a jamais eu de cessez-le-feu, il n'y a jamais eu de paix négociée. Et évidemment, le dernier épisode en date, on en a largement parlé sur le média, c'est l'action des Insoumis. Dans l'hémicycle, mardi, en pleine séance de questions au gouvernement, les députés ont montré des affiches avec des visages d'enfants palestiniens, évidemment dans le cadre des représailles sanglantes opérées par Israël contre Gaza. Regardez à nouveau cette séquence choc. Gaza était jusqu'à présent un ghetto où les Palestiniens sont assassinés par les armes, la faim et l'absence de soins. Gaza est en train de devenir un camp de concentration où le niveau de barbarie déployé par l'armée israélienne est tel qu'on doit énoncer des à peu près pour décrire le bilan du génocide en cours. À peu près 80 000 morts, mais sans doute beaucoup plus. À peu près 20 000 enfants tués. 20 000 enfants. Jamais dans l'histoire récente, des enfants n'ont été massacrés en si grand nombre avec un tel sadisme. Tous les jours, des enfants palestiniens sont brûlés, écrasés, démembrés, décapités, abattus d'une balle dans la tête, amputés sans anesthésie, emprisonnés. Et dans cet hémicycle, les complices sont nombreux. Les complices sont ceux qui se rendent en Israël pour soutenir le gouvernement fasciste de Netanyahou et encourager son armée. Les complices sont ceux qui répandent la propagande du groupe de lobbying de l'extrême droite israélienne Elnet. Les complices sont ceux qui mènent des campagnes de diffamation contre la rapporteure spéciale de l'ONU pour les territoires palestiniens. Les complices sont ceux qui reçoivent à Paris des ministres d'un État désormais voyou, mais qui sont incapables de la moindre sanction, de la moindre réprimande. Et s'il y a tant de complices ici, c'est parce que la vie des enfants palestiniens a moins de valeur pour vous que la vie des autres enfants dans le monde. Pour vous, ce ne sont que des à peu près. Mais pour nous, ce sont nos enfants. Et comme nos enfants, ils ont un nom, ils ont un visage, et ils ont une vie à vivre. Comme Bissane Al-Hindi, qui a été tué dans son sommeil par un bombardement sur sa tente à Khan Younes dans la nuit du 17 au 18 mars dernier. Regardez ce visage. C'est interdit de brandir des affiches. Regardez tous ces visages autour de moi. Ce sont les visages de notre mauvaise conscience. Vous n'avez plus la parole. La séance est suspendue et je saisirai le bureau sur les agissements qui se sont produits en fin de séance. Merci à tous. Voilà, alors on le voit, hein, fureur de Yaël Braun-Pivet qui présidait donc cette séance de questions gouvernement et qui a rappelé qu'il était interdit de brandir des affiches dans l'hémicycle. Alors, sur le règlement, sur la forme, elle n'a pas complètement tort. Hein, et d'ailleurs, c'est ce que m'explique un vice-président de l'Assemblée. Il me dit, mais vous imaginez si chaque député venait avec des affiches, à chaque débat, on n'en finirait plus. Il faut que l'hémicycle reste un lieu un peu neutre
en termes d'affichage, c'est pas la rue, c'est pas une manif. Alors ça, c'est vrai. Donc ma source continue en me disant, mais on peut aussi rappeler le sort atroce des gamins à Gaza sans les montrer. Alors c'est l'un des points de conflit entre les autres partis politiques et la France insoumise qui transpose ces méthodes militantes jusque dans l'hémicycle de l'Assemblée, et ça bouscule évidemment les usages parlementaires. C'est quelque chose qui est revendiqué par la formation de Jean-Luc Mélenchon avec un certain succès, probablement en termes de communication. Cela étant dit, alors la présidente de l'Assemblée a indiqué qu'elle saisirait le bureau. Donc le bureau de l'Assemblée, on le rappelle, c'est un peu le bureau du CPE, c'est-à-dire ou le conseil de discipline, c'est la plus haute instance exécutive de l'institution. Et pour ceux qui penseraient que le bureau, parce qu'il est en majorité à gauche depuis les législatives anticipées, sanctionnerait moins les députés LFI en voie de conséquence, pas du tout. Figurez-vous que Thomas Porte a été privé d'un quart de son indemnité en novembre dernier pour avoir engueulé un député RN. La scène s'était déroulée le 30 octobre lors d'une séance de questions gouvernement, et donc il a été sanctionné lors d'une séance du bureau un mois plus tard. Alors, et cette fois-ci, est-ce que LFI va être puni en groupe? Est-ce que tout le groupe va être puni? Comment ça peut se passer? Ah oui, peut-être qu'ils vont tous finir au piquet, dis donc, avec Yael Braun-Pivet pour les surveiller en salle de colle. Alors, on ne sait pas, on verra lors des prochaines réunions du bureau, ce sera probablement évoqué. Mais surtout, ce qui a peut-être interpellé l'hémicycle, c'est que Yael Braun-Pivet, tout en rappelant effectivement le règlement qui a lieu, qui est en cours à l'Assemblée, n'a pas eu un mot en réaction à ses enfants montrés par les députés, ces visages d'enfants. Et ça a provoqué un petit malaise quand même à l'Assemblée. Et un député LFI avec lequel j'ai dialogué pour préparer cette émission dit mais elle aurait pu au moins avoir un petit mot de compassion. Et d'ailleurs, même chez Renaissance, il y a les députés Renaissance et du centre sont restés assez dignes, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas hué, ils n'ont pas applaudi, mais ils n'ont pas hué non plus, disons, les députés LFI et leur initiative. Et il y a guère finalement que le Rassemblement national et la droite qui ont crié, hurlé contre cette initiative. Alors, est-ce que Yael Braun-Pivet a quand même senti que le vent avait tourné en sa défaveur? On a vu la présidente de l'Assemblée sur France Inter le lendemain avec une annonce choc puisqu'elle dit regretter avoir prononcé le mot inconditionnel pour parler de son soutien à Israël après le massacre du 7 octobre. Regardez. Le mot a été effectivement mal choisi parce que, de toute évidence, il a été mal compris, donc forcément mal choisi, et c'est de ma responsabilité puisque mon expression n'a pas été comprise. J'ai été, comme tous les Français, choquée par ce qui s'est passé lors des attentats du 7 octobre. Et j'ai réaffirmé à l'Assemblée nationale le soutien qui était celui de la France à un pays meurtri par le terrorisme, et ce soutien qui n'avait pas de conditions. C'est pas on devait soutenir Israël sans dire oui mais ils sont en fait responsables de leur propre malheur, et c'est ce qu'on entendait chez certains hommes et femmes politiques. Après, je n'aurais pas choisi ce mot. Alors, Niels, est-ce que c'est pas un peu téléguidé tout cela, cette annonce, ce qui ressemble à une tactique de communication? En tout cas, si c'est une tactique, les médias ont retenu cette amorce de mea culpa plutôt que son manque total de compassion lors de l'action de la France insoumise à l'Assemblée la veille. Et d'ailleurs, les insoumis ne se sont pas privés de triompher sur les réseaux. Jean-Luc Mélenchon, le premier, on le voit à l'écran, en expliquant qu'il avait eu raison sur Israël et la Palestine avant tout le monde. Idem pour ses plus proches lieutenants. Alors, j'ai enquêté parce que figure-toi qu'il y avait la conférence des présidents mercredi après-midi. Alors, c'est la réunion, en gros, des présidents des groupes parlementaires, donc Mathilde Panot, Cyrielle Châtelain, Boris Vallaud pour la gauche, Laurent Wauquiez, on l'a rappelé, qui est président des députés LR, du groupe des députés LR, Marine Le Pen, etc. Et donc, c'est un peu mais aussi, Éric Coquerel pour la France Insoumise, qui est président aussi d'une commission permanente, la commission des finances. Et donc, en gros, mes sources me disent que Yael Braun-Pivet n'a pas eu vraiment de mots durs en présence de la France Insoumise, sachant qu'habituellement, ces réunions sont un petit peu polaires parce que les relations, effectivement, entre la présidente de l'Assemblée et la France Insoumise sont quand même assez
assez mauvaise. Mais c'est surtout les provocations du site d'extrême droite Frontières, dont on a largement parlé hier dans le direct, sur le média, qui ont occupé les esprits, selon un participant. Et d'ailleurs, la présidente de l'Assemblée a envoyé plusieurs lettres, donc ce mercredi, courrier au président de groupe pour les rappeler à leurs responsabilités, un autre adressé à Mathilde Panot, un à la CGT, donc l'association le syndicat des collaborateurs parlementaires de gauche qui était présent dans la manif. Et puis, la présidente de l'Assemblée a aussi appelé le groupe de travail sur la presse, donc ça c'est la députée Horizon Naïma Mouchou, à formuler rapidement des propositions sur les conditions d'accréditation des journalistes à l'Assemblée nationale. Alors il faut savoir que Naïma Mouchou, donc qui est vice-présidente aussi de l'Assemblée nationale, elle a plutôt défendu les méthodes de Frontières, ce qui était quand même un petit peu étonnant, au point qu'un député de gauche me disait pas très content, finalement ça s'explique vu que Édouard Philippe, lui, dîne avec Marine Le Pen, c'est ce qu'avait révélé notamment une enquête de Libération. Donc voilà, ça tangue un petit peu au sommet de l'Assemblée sur ces questions, mais en tout cas, Yael Braun-Pivet n'a pas été plus virulente que ça contre la France insoumise lors de cette réunion. A-t-elle réellement besoin de l'être, Théo, puisque certains éditocrates font le boulot pour elle? Regardez par exemple sur France Info. Les insoumis qui veulent politiquement s'assurer le soutien des quartiers, de la jeunesse souvent issus de l'immigration, voient que là on a un Emmanuel Macron qui d'une certaine manière attaque Israël, d'une certaine manière prend plutôt le parti des pays arabes. Ils doivent dire que les vrais défenseurs du monde arabe et surtout de la cause palestinienne, c'est eux, et que les autres, en parlant, c'est-à-dire Emmanuel Macron, en parlant sans agir, sont finalement des complices. Et puis d'une manière plus générale, ils doivent remettre du conflit dans la vie politique française. Voilà, donc à l'époque, la position de Yael Braun-Pivet faisait apparaître la France comme un pays soutenant trop aveuglement Netanyahou, avec ce soutien inconditionnel. On rappelle quand même que la riposte a tué des dizaines de milliers de civils à Gaza. Et même certains macronistes, moins zélés que d'autres, je pense à Caroline Yadan, je pense à Benjamin Haddad, etc., avaient pris leur distance avec la position d'Yael Braun-Pivet, y compris d'ailleurs Emmanuel Macron, qui n'était pas venu à la marche contre l'antisémitisme qui s'était déroulée à l'initiative de Yael Braun-Pivet et Gérard Larcher, et à laquelle avaient participé le Rassemblement national et Marine Le Pen. Et aujourd'hui, la présidente de l'Assemblée se dit désormais pour que la riposte israélienne, je cite, soit la plus économe possible en vie humaine, pour les civils et pour le respect du droit international et du droit humanitaire. On a envie de dire que c'est un peu tard. Absolument. Et en plus, alors, il y a une autre donnée à prendre en compte, plus politique, qui intéressera peut-être d'ailleurs nos abonnés, c'est que Yael Braun-Pivet fait ses déclarations et fait ce début de mea culpa à un moment où le RN se réveille. On rappelle quand même que Yael Braun-Pivet entretenait des rapports plutôt chaleureux, en fait, avec le sommet du Rassemblement national, et notamment Sébastien Chenu et Marine Le Pen, voilà, de la courtoisie et même parfois une certaine proximité, même si elle s'en défend. Et après la condamnation de Marine Le Pen et son inéligibilité dans l'affaire des assistants parlementaires dont elle a fait appel, donc elle va être rejugée, les députés d'extrême droite ont multiplié les provocations dans l'hémicycle. On peut dire que la stratégie de la cravate est terminée. Est-ce que Yael Braun-Pivet aussi ne se repositionne pas en fonction de ce nouveau facteur? C'est possible. Alors, on va évoquer Laurent Wauquiez, le président du groupe parlementaire LR, candidat à la présidence des Républicains, donc a priori candidat putatif à la présidence de la République en 2027. Se rêverait-il en Donald Trump bis, on va pas dire en Donald Trump wish, mais en Donald Trump d'Auvergne-Rhône-Alpes peut-être? Oui, c'est ce qu'on peut se demander, parce quand on le voit suggérer d'exiler, alors je cite, les étrangers dangereux sous OQTF, donc c'est ces fameuses obligations de quitter le territoire français, qui font en ce moment les délices de CNews et autres médias bollorés, et donc de les exiler dans les contrées subarctiques de Saint-Pierre et Miquelon, rappelons-le, à 4000 km de Paris. Regardez, c'était sur CNews. Bruno Retailleau a indiqué qu'il y avait 60 Algériens extrêmement dangereux, et dont il faut tous qu'on sache que si rien n'est fait, si ma proposition n'avance pas, dans 90 jours, et même moins, ils seront dans la nature. Vous prenez ces OQTF dangereux et vous les mettez face à un choix qui est très clair. C'est soit vous rentrez chez vous, soit vous partez à Saint-Pierre-et-Miquelon, à 4000 km de la métropole.
Donc auparavant, Wauquiez avait fait cette proposition choc dans JD News, qui est la nouvelle feuille de chou de Bolloré. Donc c'est vraiment une offensive politique et médiatique concertée à l'extrême droite. Alors évidemment, la proposition a fait un tollé du côté des élus locaux, regardez, députés, représentants, etc. Ce qu'on a envie de lui dire, c'est qu'on est tous aujourd'hui choqués, scandalisés sur cet archipel. Choqués tout d'abord parce que voilà, penser envoyer des OQTF à Saint-Pierre-et-Miquelon alors que Saint-Pierre-et-Miquelon est un territoire français, déjà c'est une hérésie. Venant en plus d'une personne qui a été ministre d'État, secrétaire d'État aussi par le passé, qui est aujourd'hui élu de la République, c'est d'autant plus choquant et on s'interroge vraiment à savoir comment par moment nous sommes vus par la métropole, nous les Outre-mer, qui sommes pourtant une richesse pour la République. Quand on est capable de pondre une proposition aussi stupide, ça veut dire qu'on est irrécupérable. Ah oui, carrément. Bah oui, il faut dire les choses. Qu'est-ce qui vous a choqué dans cette proposition, vous qui êtes élu de Saint-Pierre-et-Miquelon? La première, c'est la colère sur un sujet aussi complexe que celui de la gestion des OQTF, que l'on... par populisme, par simplicité, on lance ce genre de proposition, ça me met en colère. Voilà, même chez Papy Duhamel sur BFM, la proposition de Wauquiez ne passe pas alors qu'il n'est pas le dernier à l'admirer. Écoutez-le. Écoutez, Laurent Wauquiez, ça a toujours été un mystère pour moi. Je me suis souvent demandé comment quelqu'un d'aussi intelligent, car il l'est, d'aussi cultivé, car il l'est, d'aussi ambitieux, organisé, etc., pouvait commettre de tels dérapages. Et celui-là, il faut reconnaître qu'il est particulièrement choquant et consternant. Et Marine Le Pen, en personne, s'est prononcée contre cette proposition. Écoutez-la. Je la trouve juste grotesque, en fait. Ça mérite même pas de l'indignation, c'est juste grotesque. En revanche, ce qui, évidemment, indigne, c'est que les habitants de Saint-Pierre-et-Miquelon n'ont rien fait pour qu'on leur envoie l'ensemble des OQTF dangereux que le gouvernement français, dont M. Retailleau, qui est ministre de l'Intérieur, fait partie du même mouvement que M. Wauquiez, est incapable de renvoyer dans leur pays. Voilà, donc Marine Le Pen qui arrive presque à se faire passer pour moins extrême que le candidat de la droite. Ça en dit beaucoup sur l'ambiance politique en France et puis surtout sur la loose en fait pour Wauquiez. Mais alors, pourquoi fait-il une telle proposition? Il savait qu'il serait critiqué. Est-ce que c'est une stratégie, tout simplement parce que sa campagne patine? Oui, notre consoeur l'a rappelé dans une émission sur Wauquiez cette semaine. C'est effectivement difficile pour Laurent Wauquiez de s'imposer chez les Républicains. Alors, à la base, il avait passé un deal avec Bruno Retailleau. Bruno Retailleau prenait le ministère de l'Intérieur et Laurent Wauquiez prenait la présidence du groupe LR à l'Assemblée et surtout devait prendre la présidence, effectivement, du parti de droite à l'issue d'un congrès qui va avoir lieu en mai. Sauf que entre-temps, Bruno Retailleau a fait a utilisé à fond les moyens du ministère de l'Intérieur en termes de communication, en termes de pouvoir politique pour s'imposer à droite. Et donc évidemment, Wauquiez prend peur. Et puis il y a aussi une question de calendrier derrière cette annonce un petit peu jugé en tout cas ridicule. Les personnes qui voudraient rejoindre les Républicains, donc se réinscrire à droite pour voter Wauquiez, ont jusqu'au 17 avril dernier délai pour adhérer et ainsi participer au vote en interne. Et puis après cette date, donc du 17 avril, le corps électoral des Républicains sera figé avant le vote des 17 et 18 mai. Et donc dans cette optique, cette annonce de Laurent Wauquiez, elle ressemble à un gros signal pour les 80 000 militants déjà encartés et aux sympathisants de droite qui hésiteraient encore à le rejoindre. On imagine que la victoire de Trump, le logiciel triomphant ou triomphal de Trump, il est dans tous les esprits. Oui, c'est vrai que alors il y a l'extrême droite évidemment, le RN en embuscade, mais la droite aussi regarde de près en fait ce qui se passe aux États-Unis depuis la réélection de Donald Trump, déportation illégale d'immigrés clandestins, harcèlement et déportation aussi d'étudiants pro-palestiniens ou de gauche, harcèlement des chercheurs qui présentent des vérités scientifiques ou qui sont des chercheurs en sciences humaines sur les questions LGBT, de genre, etc. Guerre contre le supposé wokisme dans les universités
universités. Dernière mesure en date annoncée par l'un des lieutenants de Donald Trump hier, selon le Wall Street Journal, ce serait d'imposer un contrôle des contenus dans les universités. Donc là, vous imaginez un petit peu aux États-Unis, qui est quand même le pays du free speech et puis de la liberté académique, c'est évidemment une dernière annonce qui fait très peur. Et c'est vrai que le président américain semble désinhiber nos politiciens les plus à droite et à l'extrême droite en France. Et c'est peut-être aussi une donnée à prendre en compte pour comprendre cette proposition. Alors, le dernier sujet qu'on va évoquer, c'est le Sénat. Protégerait-il Alexis Kohler dans le scandale des eaux en bouteille Nestlé ? On peut se poser la question, après le refus du bras droit de Macron de se présenter devant les sénateurs de la commission d'enquête. C'est quand même un sacré bras d'honneur, puisque le secrétaire général de l'Élysée, sur le départ pour la Banque Société Générale, on en avait parlé lors de la dernière émission, a écrit aux sénateurs qu'il ne viendrait pas s'expliquer devant eux au nom de la séparation des pouvoirs. Autrement dit, il considère qu'il n'a pas de compte à rendre, car il travaille pour le président. Et c'est vrai que le président, lui, n'a pas de compte à rendre, sinon au peuple directement via l'élection présidentielle, mais pas devant le Parlement. Et c'est ce qu'explique notamment le rapporteur de la commission d'enquête donc au Sénat, le socialiste Alexandre Huizy. Écoutons-le. Tout au long de cette commission d'enquête, la société Nestlé Waters n'a eu de cesse de remettre en cause notre légitimité et qu'il ne s'est pas passé un mois sans que nous ne recevions un courrier qui questionnait jusqu'à notre existence. Aussi, aujourd'hui, le secrétaire général de l'Élysée a refusé de déposer devant nous. Il faut, je le crois, d'urgence conforter les pouvoirs des commissions d'enquête parlementaires. L'Assemblée nationale et le président de la commission des finances, Éric Coquerel, ont choisi de porter devant la justice cette question et je vous le dis, en ce qui me concerne, je considère cela comme légitime. Alors c'est évidemment une position sujette à caution Théo, mais c'est la théorie reprise hier par Jean-Michel Apathy, notamment sur le plateau de Quotidien, une séquence assez étonnante. Il y avait donc Marie Dupin, qui est journaliste à Radio France, Stéphane Mandard du Monde, donc c'est les deux journalistes qui sont à l'origine au niveau national des révélations sur les contacts entre l'Élysée et Nestlé, sur les eaux contaminées des sources du groupe. Et donc les journalistes prennent le temps sur cette chaîne, donc TMC, là où effectivement est diffusé Quotidien, de rappeler que Nestlé a fait installer en toute illégalité des filtres pour purifier l'eau de ces sources contaminées par des bactéries, des virus, matières fécales et autres joyeusetés. Sauf que face à des contrôles, le groupe s'est effrayé et a contacté l'Élysée plusieurs années en amont pour protéger son business. Écoutez à nouveau le sénateur Huizy. Pourquoi ne pas avoir donné des instructions simples de respect de la loi au ministère, instructions qui auraient évité les palinodies de la concertation interministérielle de février 2023 qui aboutit tout de même à ce que le gouvernement autorise une microfiltration à un industriel Nestlé qui est hors des clous, microfiltration qui de surcroît ne règle pas vraiment le problème des contaminations. Pourquoi personne au sein de l'exécutif et surtout pas la présidence ne prend-il ce dossier à bras-le-corps pour en dégager le véritable enjeu, protéger nos ressources en eau minérale naturelle et les droits du consommateur et aboutir à une réglementation européenne davantage harmonisée. Enfin, pourquoi avoir donné tant de place à Nestlé dans les discussions alors que les autres groupes minéraliers comme Danone ou Alma, pourtant français, ne font l'objet d'aucune sollicitude particulière et ne sont même pas consultés lorsqu'il s'agit de modifier la réglementation. Pourquoi cette position de Nestlé alors que l'Élysée sait que ce groupe triche? Le scandale continue puisque Nestlé poursuit en fait son business en vendant de l'eau notamment Perrier sous l'appellation eau minérale naturelle alors qu'elle a été traitée. C'est ce que rappellent en tout cas nos confrères et consoeurs de Radio France et du Monde. Bref, c'est quand même une affaire d'État, c'est ce que rappellent les sénateurs qui concerne une ressource essentielle, l'eau, l'heure bleue, surtout avec le réchauffement climatique et tous les citoyens finalement de ce pays. Et bon, malgré tout cela, hier soir, on a entendu Apathy. Oui, voilà, donc le célèbre chroniqueur, qu'on a soutenu d'ailleurs ici aux médias pour son courage, pour avoir rappelé les horreurs de la colonisation en Algérie, il prend le parti de l'Élysée, dit donc, et d'Alexis Kohler. Regardez la séquence, ça vaut le détour.
Il y a plein de fonctionnaires qui ont été entendus par la commission d'enquête, enfin des fonctionnaires de la répression, enfin voilà, des fonctionnaires de la répression des fraudes, des directions des affaires juridiques, de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, énormément de fonctionnaires parce que c'est eux qui ont en fait eu les mains dans. Ils veulent éclairer la décision. Mais bien sûr, et donc en fait, mais le pour moi la secrétaire commission. général, on l'invite pas. Mais les conseils, il y a des conseillers de Matignon et de l'Élysée. D'ailleurs, c'est ce que dit Alexandre Huizy, le rapporteur. Il dit mais en fait, il y a des conseillers de l'Élysée et de Matignon qui ont été entendus. Le secrétaire général de l'Élysée, on ne l'invite pas dans cette optique-là. Comme on a invité Alexis Collère pour le rendre responsable du dérapage du budget, on veut inviter Collère pour le rendre responsable du scandale des eaux. Derrière, on vise Emmanuel Macron, et je pense qu'on dérègle toute la mécanique. Ça, c'est une interprétation, ça. C'est une interprétation que j'assume. Si vous pensez que la politique se... Alors, lui, il parle d'une interprétation de la loi, de la règle, comme il le reconnaît lui-même. Il n'empêche que son intervention, elle arrive en fin de séquence, en fin d'interview, et donc c'est là-dessus, finalement, que se termine le passage de nos deux journalistes d'investigation. Et donc, les téléspectateurs ont pu penser que Collère avait eu raison de se dérober à la commission d'enquête du Sénat. Pourtant, Apathy a tort de protéger Collère au motif que les politiciens qui devraient rendre des comptes en première ligne. Alors effectivement, on dit toujours que ce sont les ministres ou le Premier ministre qui sont responsables devant le Parlement. Et ça, c'est la règle constitutionnelle normale. Mais le problème, c'est que sous Macron, les institutions ne fonctionnent pas normalement. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas de dysfonctionnements, et on les a largement relatés dans la presse, les médias et sur le média notamment. On rappelle quand même que le pouvoir hors norme d'Alexis Collère en est la preuve. Le secrétaire général de l'Élysée rencontre lui-même les grands patrons. Il négocie directement avec les industriels. On l'a vu, par exemple, lors des sommets Choose France d'Emmanuel Macron. Et il l'a fait aussi avec Nestlé, comme ça a été documenté. Et d'ailleurs, les journalistes du Monde et de Radio France ont rappelé hier soir que dès qu'un nouveau rapport de l'ARS ou de la direction qui contrôle effectivement la qualité des eaux faisait état de contamination dans les eaux Perrier, la direction de Nestlé prenait son téléphone, contactait l'Élysée, donc c'est-à-dire Alexis Collère, pour trouver une parade, et c'est bien ce que prouvent effectivement les documents publiés par Radio France et Le Monde. C'est-à-dire que l'administration a fait son travail, inspection, rapport, analyse, etc., remonté au ministre, mais c'est l'Élysée qui a repris la main à chaque fois. Pourquoi ? La question se pose, d'autant que, scandale supplémentaire, les sénateurs n'ont pas jugé bon de signaler ce refus de témoigner d'Alexis Collère à la justice. Oui, c'est un peu deux salles, deux ambiances. À l'Assemblée nationale, les députés ont été très cash à la commission des finances qui s'était constituée en commission d'enquête sur le dérapage des finances publiques, et ils ont donné leur feu vert pour signaler le refus d'Alexis Collère de se présenter devant le procureur, charge à lui de poursuivre ou pas ensuite. Alors c'est vrai qu'au Sénat, Alexandre Huizy, le sénateur socialiste et rapporteur de la commission d'enquête sur Nestlé, regrette qu'Alexis Collère refuse de déposer et juge son attitude incompréhensible. L'Élysée n'est pas une cité interdite, c'est ce qu'il m'a expliqué à moi, mais il le répète aussi devant les caméras. Et de son côté, le président de la commission, donc le sénateur LR Laurent Burgoa, se dit extrêmement déçu, lui aussi, face à la presse. Enfin, tout ça, c'est très bien. Alors oui, c'est très bien, mais des regrets, on entend, des déceptions, on entend aussi, mais pas de plainte du coup. Ah non, dis donc, Alexis Collère s'en sort très bien. Alors, j'ai enquêté, tu me connais, j'ai appelé mes contacts au Sénat. En fait, au sein de la commission d'enquête donc des eaux Nestlé, une action judiciaire contre le bras droit d'Emmanuel Macron n'aurait pas fait l'unanimité chez les sénateurs. C'est mes informations en tout cas. Et d'ailleurs, une sénatrice m'expliquait, j'aurais préféré que l'on saisisse la justice, mais il fallait passer par le bureau du Sénat. C'est un processus moins évident qu'à l'Assemblée, et mes collègues ont jugé que ça n'en valait pas la peine, c'est ce qu'elle m'explique. Alors c'est vrai qu'effectivement, à l'Assemblée, les députés en commission d'enquête et le président de la commission d'enquête peut effectivement saisir directement le procureur. Apparemment, c'est pas l'usage au Sénat, et c'est vrai que ça pose un problème. Donc en fait, il y a un autre filtre de décision en fait avant de signaler le cas à la justice. Alors il y a eu une autre confidence qui m'a été faite, c'est qu'il fallait garder un front uni au sein de la commission, et donc on a préféré ne pas insister. C'est ce que m'a expliqué un autre sénateur qui lui aussi aurait probablement préféré passer par la voie judiciaire. Alors, j'ai demandé au sénateur Huizy, qui est aussi le rapporteur donc, de la commission d'enquête, ce qu'il en était. Il me dit, mais de toute façon, Éric Coquerel a fait un signalement au procureur pour l'Assemblée nationale.
Donc Alexis Kohler devra répondre sur au moins l'un de ces faux bons. Et puis j'ai aussi interrogé une source, un bon connaisseur, disons, de la Chambre haute, une source parlementaire qui me dit le Sénat, c'est un peu l'anti-Assemblée nationale. Il y a toujours ce réflexe de ne pas faire de vagues et de buzz. Et c'est vrai que dans la plupart des affaires, au Sénat, on met le couvercle dessus. Et du coup, les sénateurs laissent les députés faire le sale boulot. Oui, alors il y a eu une diversion suite au fait qu'il n'y aura pas de plainte déposée par le Sénat à ce stade. À la place, les sénateurs ont balancé les 80 pages de documents envoyés par l'Élysée à la commission d'enquête. Elles seront indexées au rapport qui sera validé le 15 mai prochain par la commission et présenté à la presse à Paris le 19 mai prochain. C'est ce que m'a précisé le rapporteur Alexandre Huizy. C'est bien, mais c'est vrai que c'est une opération de communication pour dissimuler le fait que le Sénat rompt avec l'égalité des citoyens devant la loi. Alors, on a regardé les textes, on en a parlé des commissions d'enquête dans cette émission et sur le média en général, puisque sous la présidence Macron, les gouvernements successifs, c'est pas les commissions d'enquête qui manquent. Et en effet, selon les textes, donc c'est une ordonnance qui date de 1958, toute personne dont une commission d'enquête a jugé l'audition utile est tenue de déférer à la convocation qui lui est délivrée. La personne qui ne comparaît pas ou refuse de déposer ou de prêter serment est passible de 2 ans d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende. Mais qu'est-ce qui se passe quand un témoin refuse de se présenter, Théo ? J'ai posé la question à un sénateur qui me dit oui, on verra pas Alexis Kohler avec des menottes, on n'est pas aux États-Unis évidemment. En France, plus on s'approche du sommet du pouvoir et moins les règles communes s'appliquent. Et ça pose évidemment, selon cet élu, un réel problème démocratique. C'est le moins que l'on puisse dire. En attendant, Alexis Kohler, lui, reste sous le coup d'une mise en examen dans l'affaire MSC, l'armateur, et devra peut-être enfin s'expliquer à l'avenir sur son refus de témoigner devant l'Assemblée nationale, en tout cas, si le parquet de Paris ouvre une enquête à ce sujet. Et ça, ce n'est pas sûr. Merci Nils. Et merci à vous d'avoir regardé cette émission. Dites-nous ce que vous en avez pensé en commentaire si vous nous regardez par YouTube et via l'adresse lecontact@lemediatv.fr. Si vous nous regardez à la télé, partagez cette vidéo, mettez des petits pouces en haut, regardez-nous sur YouTube, mais également sur le canal 165 de la Freebox et sur Molotov. Et si vous le pouvez, bien entendu, sautez le pas, devenez sociétaire, abonnez au donateur du média en allant sur lemediatv.fr/soutien. Dans tous les cas, restez connectés aux médias.